Merci beaucoup. Alors, nous allons passer à la conférence de clôture. Je vais appeler Madame Agathe Zen pour cette conférence de clôture. Alors, moi-même, je suis Danielle Olivier. Donc, pas Agathe, voilà, Danielle Olivier. Je suis la vice-présidente de la Fondation de la Maison de la Chimie et donc l'organisatrice depuis 2007 de cette série de colloques chimiers. Voilà, je suis ravie que ce colloque ait attiré tant de monde. Là, on voit les jeunes qui partent, mais c'est l'heure pour eux de rentrer dans leur banlieue lointaine pour certains. Donc, nous allons rester avec les 300 et quelques ou 400 autres non-étudiants de ce colloque. Alors, Madame Zen est directrice de recherche au CNRS. Elle est directrice adjointe de l'Institut Recherche et Environnement au CNRS. Elle est aussi co-directrice du programme national de recherche One Water, qui, comme vous l'avez déjà vu, associe le CNRS, le BRGM et l'INRAE. Et vous avez vu un autre co-directeur avec M. Tanguy. Ses recherches personnelles portent sur les perceptions et représentations de l'environnement, de l'eau dans l'environnement et du lien avec la vie quotidienne. Elle a une formation très large, puisqu'elle est formée en psychologie, en anthropologie et ingénierie et gestion de l'environnement. Et ses recherches personnelles l'ont fait nommer dans différents conseils scientifiques, comités de bassin et de nombreuses instances nationales et européennes. Elle a rédigé de nombreux ouvrages scientifiques sur l'eau, dont je crois l'un vient de sortir. Le dernier vient de paraître et s'appelle « Tout comprendre sur l'eau » ou presque. Et cela vient de paraître aux éditions du CNRS. Donc, nous allons sûrement, à partir de sa présentation, tout comprendre sur le programme national One Water, l'eau bien commun. Donc, comme je l'ai dit, elle dirige. Merci. Merci beaucoup, bonsoir. Alors, merci à ceux qui restent. Je vais peut-être vous faire un pas de côté en vous amenant vers d'autres formes de valeur de l'eau, peut-être à d'autres échelles que celles que vous avez rencontrées tout au long de la journée. Il s'agit d'appréhender l'eau à travers différentes valeurs et de s'interroger finalement quelle est la valeur et ce commun que peut être l'eau dont on va se rendre compte, dont on s'est rendu compte du caractère essentiel. Puisque l'eau, c'est la vie. Excusez-moi de ce truisme, mais on ne peut pas se passer d'eau et d'une eau de bonne qualité et qui soit disponible. Chacun a une diversité de perception de l'eau selon l'endroit où il se trouve, selon le moment de sa vie, selon la culture, la société dans laquelle il va se trouver et évoluer, et qui va avoir forcément une incidence sur la relation qu'il va établir avec cet élément précieux auquel il va attribuer des valeurs, parfois sacrées ou profanes, et donc avoir un rapport à l'eau qui va participer de sa préservation, de ses usages, et de la relation qu'il va avoir quant à la transmission finalement de cette eau pour les générations futures et pour assurer finalement le vivant au niveau de cette terre. Donc vous voyez finalement ce que vous avez pu voir, à la fois des aspects relatifs au grand cycle mis en image et des aspects plus relatifs au petit cycle que vous retrouvez sur la droite. Et cette molécule qui finalement circule est complètement dynamique d'un compartiment à un autre. Alors, on vous l'a déjà présenté un certain nombre de fois, peut-être insister sur l'interconnexion des compartiments. L'interconnexion entre les éléments est que si, à un bout de la chaîne, on vient modifier quelque chose, eh bien, ça aura une incidence à un endroit donné, à un moment donné,
et peut-être de façon exacerbée sur la vie des sociétés qui sont là dans cette représentation également présents, puisque l'eau n'est pas hors sol, si je puis dire. On a toutes les activités humaines qui sont présentes et dont on voit l'impact qui se mesure de façon plus ou moins directe et de façon plus ou moins visible et localisée à travers le temps, les territoires, les sociétés. Et ce qu'on voit aussi, et là c'est les petites... il y a un certain nombre de flèches qui montrent les interactions et les interconnexions, et on voit l'importance de l'eau aussi pour la biodiversité et le vivant, non seulement l'humain, mais également les écosystèmes. Et sans une bonne qualité d'eau, une bonne qualité de l'environnement, les humains ne peuvent pas continuer à vivre. La question est de savoir, dans cette répartition, ce grand cycle, finalement, oui, il y a suffisamment d'eau sur Terre pour tout le monde. La question qui se pose, c'est de savoir où elle se place et en quelle quantité, en fonction des besoins qu'on va exprimer et qu'on va avoir à un moment ou à un autre. Et on voit bien ces inégalités, finalement, de répartition de la ressource à travers la surface de la Terre et en souterrain, qui a forcément une incidence sur le développement des populations et sur l'impact que les uns ou les autres allons pouvoir avoir aussi sur cette ressource et en assurer sa continuité. Alors si on regarde les enjeux climatiques et environnementaux, pour comprendre finalement ces dynamiques, on n'est pas du tout dans des aspects statiques, mais complètement dynamiques dans une logique de changement global. Là, on retrouve ici, je crois que c'est plus à démontrer, mais c'est assez illustratif, de voir comment la Terre se réchauffe. Et là, on voit les années défiler. Évidemment, les couleurs jaune-rouge montrent le réchauffement. Je vous laisse observer. On arrive aux années 90, aux années 2000. Ça s'arrête à 2013. Vous voyez qu'on est quand même passé à une évolution particulièrement importante qui laisse peu de place finalement au doute quant au réchauffement de la planète. Là, ce sont des images fixes, mais qui montrent bien, 10 ans plus tard, par rapport à l'illustration que je viens de vous montrer, eh bien que les choses continuent à évoluer et qu'on est dans ces processus d'accélération et d'augmentation de la température avec lesquels il va falloir s'adapter, mais que peut-être on va pouvoir aussi atténuer d'une manière ou d'une autre. On est dans une problématique de changement global. Ces courbes que vous devez bien connaître sont l'expression de la croissance et de l'accélération finalement de l'ensemble des activités humaines dans tous les domaines pour se développer et pour se déployer, notamment à partir des années 1950, où là on voit réellement une volonté de se développer d'un point de vue économique dans les productions de fertilisants, développement des transports, de la télécommunication, de l'usage de l'eau, tout y passe. Et forcément, ça aura des impacts. Des impacts sur la qualité du milieu dans lequel on se trouve. Et toutes les présentations qui ont été réalisées depuis le début de la journée montrent bien finalement la pression des activités humaines sur l'environnement, mais aussi d'une certaine façon comment l'environnement va nous répondre et nous offrir ou pas des services dont on va disposer pour continuer à se développer. Donc assurer le développement économique de chacun est effectivement important, mais jusqu'où allons-nous? Est-ce possible d'aller jusqu'au bout sans limite, de façon complètement abondante, au regard des impacts des activités humaines, du dérèglement climatique sur les socio-écosystèmes et notamment le cycle de l'eau, dont on voit les problématiques d'évolution de la température, de dégradation de la pluviométrie, d'exacerbation de phénomènes extrêmes. Les événements récents nous l'ont démontré, en France, en Espagne, mais aussi partout dans le monde, et de façon complètement excessive et inattendue sur des fréquences et des densités qui n'ont jamais été rencontrées jusqu'à présent. Donc des modifications des systèmes, des dynamiques et des trajectoires extrêmement importants, qui aura évidemment des impacts également sur les végétaux, complètement déboussolés, à fleurir à un moment où on ne les voyait pas en fleurs, des animaux qui arrivent alors même que les premières herbes ne sont pas encore là, et donc comment se nourrir? Du coup, on va se déplacer, et du coup, des processus d'évolution, d'écologie évolutive vont aussi s'exercer
pour s'adapter à de nouveaux phénomènes. Évidemment, la question de la santé et de la sécurité se pose quant au bien-être des populations et au fait que si on a l'épisode de SARS-CoV qu'on a rencontré est là aussi un témoin d'une évolution d'interaction entre des phénomènes qu'on explique, qu'on commence à expliquer, mais qui ne sont pas toujours évidents, mais qui montrent vraiment ces dynamiques et ces enchaînements finalement et ces phénomènes d'accélération de relations des activités humaines sur des territoires et en lien ou en interconnexion avec les écosystèmes. Évidemment, pour se développer, il faut nourrir les populations. Nourrir les populations, ça veut dire avoir une activité agricole importante, mais donc comment on vient là aussi avoir un impact sur les milieux, et ce qui pose les questions de disponibilité de la ressource, de sa répartition en fonction des besoins qu'on va exprimer ici, là-bas, ailleurs, aujourd'hui et pour demain. Ça pose cette question des limites planétaires qui a été abordée. Ces 9 limites planétaires qui est finalement notre capacité à respecter le milieu, à nous offrir l'ensemble des services nécessaires pour nous développer. Et des limites, parfois, on ne pourra pas revenir sous la limite, mais quelles conséquences cela va avoir sur un certain nombre de domaines. Et on voit bien que c'est un travail qui est extrêmement global, qu'il ne faut pas prendre comme étant c'est une approche qui reste à la fois théorique et complètement globale, qui va se décliner de façon extrêmement singulière selon les territoires et selon les localités. On ne va pas du tout se retrouver dans certaines situations, à certains endroits et à certains moments. Mais c'est une tendance qui doit nous servir de boussole pour peut-être nous interroger sur nos modes de consommation, nos modes de production et nos modes de développement. Et si on est sur des rapports physiques à l'environnement, ça ne peut absolument pas être dissocié du rapport à la société et du développement économique. Et donc, associer le travail de Rockström et de Keith Raworth est absolument essentiel pour justement montrer le dialogue entre la société qui se développe dans un milieu avec un certain nombre de limites et de capacités du milieu à nous offrir ou pas les éléments dont on aura besoin pour se développer. Et de la capacité du milieu à résister aux pressions liées aux activités humaines. Parce qu'effectivement, on se retrouve dans des systèmes d'inégalité extrêmement importants, avec une croissance urbaine et parfois une demande en eau qui n'est pas forcément là où l'eau est présente. Et on est dans ces trajectoires où, avec l'augmentation d'une population urbaine, littorale, des métropoles, etc., où finalement on n'est pas forcément là où l'eau est la plus présente et où elle risque de rester. Donc comment on fait ? La question de l'eau essentielle est évidemment une des priorités, puisque c'est cette eau qu'on boit, dont vous avez pu voir l'importance pour le vivant et pour l'humain. Et du coup, a été pris en charge malgré tout à l'échelle internationale, avec une première décennie mondiale sur l'eau, et puis le fait de considérer l'eau comme un droit de l'homme, droit à l'eau comme un droit de l'homme, malgré tout, et en lien avec les objectifs du millénaire, puis les objectifs de développement durable, plus de 2 milliards de personnes dans le monde, soit près de plus de 25% de la population, n'a pas accès à de l'eau au robinet chez lui. Et même si parfois il a accès, de quelle qualité est-elle ? Et on a vu l'importance de la qualité de l'eau. Et de la même manière, on ne peut pas dissocier le fait d'apporter de l'eau, mais de la nécessité de l'évacuer. Et là, on se retrouve dans une situation où plus de 45% de la population n'a pas accès à un service d'assainissement qui soit viable. Ça pose quand même un certain nombre de questions. Donc, qu'est-ce que ça veut dire ? Si on prend l'exemple des personnes qui n'ont pas accès à d'eau gérée, ça veut dire que pour plus de la moitié, ils ont accès à un point d'eau à 30 minutes aller-retour. D'autres, c'est plus de 30 minutes, ou d'autres, c'est juste à un point d'eau qui est présent
à proximité, mais dont on n'assure pas nécessairement la qualité puisqu'elle n'est pas forcément mesurée. Et en France métropolitaine, comme en France ultramarine, on est particulièrement aussi touché par ces problématiques-là d'accès à l'eau sur des populations plus vulnérables ou des systèmes de réseau qui ne sont pas toujours développés ou maintenus en bon état. Ça pose la question du partage de cette ressource, des valeurs qu'on va leur attribuer, et à tous les niveaux, à tous les étages, on pourrait dire. Alors, un grand nombre de conférences internationales, dont la première en 1977, a permis de considérer que c'était un droit d'avoir accès à une eau potable. C'est pas si vieux, hein. Mais c'est quand même existant, c'est important, et ça concerne l'ensemble des États. La conférence internationale de Dublin est allée un peu plus loin en attribuant une valeur économique à l'eau. Alors c'est une valeur dont on peut s'interroger au caractère commun, mais tout au moins c'est une façon de la considérer pour lui attribuer un certain nombre d'usages et de bénéfices, mais dans une logique de répartition équitable de cette ressource. Donc avec aussi des formes de contradiction, peut-être, qui peuvent être ressenties là. À l'échelle européenne, on a la directive cadre sur l'eau, dont vous avez entendu un certain nombre d'éléments, notamment sur les mesures qui sont identifiées, les normes, les limites qui sont fixées et que l'on retrouve, et qui, en fait, dans son préambule, on permet de voir que l'eau n'est pas un bien marchand, donc contrairement à ce qu'on a dit en 92, avec cette valeur économique, mais un patrimoine qu'il faut protéger. Donc là, on est sur la question de la valeur que l'on va attribuer et selon les intérêts qu'on peut en avoir. On a cette chance en France d'avoir la première loi sur l'eau de 1964 qui a permis d'associer autour du fameux Parlement de l'eau, ces commissions locales de l'eau, la diversité des acteurs d'un bassin versant, pour se mettre autour de la table et se dire « eh bien, on va gérer l'eau ensemble pour la préserver, pour gérer nos usages et pour en assurer la continuité ». Ça a été renouvelé au niveau de la loi 92 sur l'eau et qui a, là, à nouveau, réattribué l'eau, cette valeur de patrimoine commun de la nation, dans cette logique de partage de cette ressource en reconnaissant la valeur qu'elle pouvait avoir, sans pour autant nécessairement intégrer les dimensions qualitatives de cette ressource et sans forcément se dire que peut-être elle pourrait devenir limitée ou en tout cas vulnérable quant à la pression qu'on peut avoir en termes de prélèvement et au regard de sa capacité à se renouveler selon les territoires. Dans la loi, dans le Code de l'environnement, en 2006, là on voit aussi la notion de patrimoine commun. Donc la notion de cette eau commun, cette valeur qu'on lui accorde, s'ancre finalement aussi dans les réglementations, et ce qui implique au niveau de l'ensemble des acteurs dans les différents, à la fois au niveau des bassins, des grands bassins ou des plus petits bassins, ou à l'échelle plus nationale, d'avoir un rapport à cette gestion et à cette ressource spécifique. Avec tout ça, qu'est-ce qu'on fait dans une situation où vous vous souvenez tous de ces moments extrêmes de sécheresse, d'inondation, de devoir partager l'eau, de devoir choisir entre un usage, un autre, un intérêt, un acteur? Comment finalement ce qu'on a mis en place peut être appliqué dans ce type de conditions-là? Donc ça nécessite de revoir et de s'interroger, toujours en continuant à se mettre autour de la table, mais cette fois peut-être plus en s'acculturant sur les besoins des uns et des autres et pas simplement en voulant défendre son propre intérêt. Évidemment, les questions d'appropriation, qui est de la survivance, finalement. Moi, je veux absolument préserver mon activité. Ma survie, c'est l'eau, il faut que je la capte, il faut que je la protège, je la stocke. Mais c'est au bénéfice de qui? Pour combien de temps? Et au détriment de qui? Ça pose réellement des enjeux de territoire, des enjeux socio-économiques, des enjeux politiques, évidemment.
Des enjeux pour la biodiversité, puisque si je prends toute l'eau pour mon activité et qu'il n'en reste absolument plus dans les rivières, qu'il n'en reste plus pour la biodiversité, ça aura forcément un impact sur notre assurance vie, qu'est la biodiversité. Évidemment, c'est une question de santé publique. Et tous les événements qu'on a pu rencontrer, que ce soit le Covid, mais aussi les problématiques d'inondation ou de sécheresse, nous le mettent en évidence. Et puis, on parle aussi des questions de sécurité, à une échelle un petit peu plus large, pas si loin que chez nous, où finalement, détruire des infrastructures, même si c'est interdit à l'échelle internationale, peut avoir une incidence sur des populations, des territoires et des enjeux de paix. Si on parle de cette eau vitale dans les socio-écosystèmes, on se rend compte qu'elle est vraiment au cœur du développement des territoires et des sociétés, et qu'elle a toute cette valeur qu'on a tous intérêt à protéger, pour approvisionner en eau les populations, donc à la fois assurer les services essentiels, donc là on fait davantage référence au petit cycle de l'eau, à la préservation de la qualité de l'eau brute avant même de la traiter. On peut faire des économies si on n'a pas à la traiter. Maintenir les infrastructures, développer les réseaux et en assurer leur rendement est une façon aussi d'assurer la sécurité des populations. Évidemment, protéger les écosystèmes, donc le bon état écologique qui fait référence à la carte qui vous a été montrée tout à l'heure et aux efforts à faire à tous les niveaux pour limiter la dégradation des eaux brutes autant que possible, en faisant évoluer des pratiques, en mettant en place un certain nombre de dispositifs qui permettent de réduire les pollutions. Donc, de la nécessité de réfléchir ensemble à des réponses plus adaptées à ces contextes qui évoluent en permanence pour favoriser une dimension des valeurs plus appropriables, équitables, viables et durables, mais prises dans leur globalité et dans leur contextualité. Donc, aller vers de nouveaux usages, s'interroger sur l'impact d'une nouvelle pratique sur le territoire, les acteurs en aval, les ressources au niveau des têtes de bassin, mais aussi qui sont invisibles, et essayer d'avoir une meilleure gestion de cette ressource, donc faire évoluer les modes de gouvernance de l'eau, et qui a été pris en charge et qui doit être pris en charge à toutes les échelles de décision. Et en fait, il s'agit de changer de paradigme et non plus de considérer l'eau comme étant complètement abondante, illimitée et dont on puisse bénéficier et jouir de façon infinie, mais nous mettre au service de l'eau. Ce qui change complètement notre rapport, finalement, à l'environnement et à la façon dont on peut faire développer des usages. Ça peut être source de création de nouveaux process, de nouveaux systèmes de répartition des ressources et de s'appuyer sur des pratiques traditionnelles qui étaient dans cette gestion, dans l'appui à la connaissance très fine des territoires par les acteurs qui peuvent s'y développer. Donc, considérer l'eau comme un commun et donc la partager est une des pistes, en tout cas, pour assurer une continuité pour le vivant sur Terre. Et donc là, on retrouve finalement une façon de représenter le cycle de l'eau dont on voit les dynamiques à travers les fameux objectifs de développement durable dont on vous a parlé ce matin, et qu'on montre bien toutes les interconnexions entre les compartiments, les eaux de surface, les océans, l'atmosphère, les eaux souterraines, les eaux qui ruissellent, les interactions avec l'ensemble des activités humaines et finalement des bénéfices qu'on va avoir de s'assurer que l'environnement est en bonne santé pour que les populations humaines puissent continuer à se développer dans les meilleures conditions et en assurant le bien-être de tous. Et finalement, c'est un peu ce qu'on a cherché à déployer dans le cadre du programme national de recherche One Water, eau bien commun,
que j'ai le plaisir de co-diriger avec Alain Dupuis, qui avait fait la présentation sur les eaux souterraines pour le BRGM, et Thibaut Datry pour l'INRAE, et qui vise à réhabiliter l'eau comme un commun, qui va durer 10 ans. Donc on a cette chance d'avoir un budget assez conséquent, mais on va dire que les enjeux sont tels que c'est pas grand-chose finalement. Mais c'est juste génial d'avoir cette opportunité d'approfondir les connaissances pour envisager l'eau comme commun en s'appuyant sur les connaissances existantes, en déployant de nouvelles, en remobilisant un certain nombre, en les faisant se rencontrer parfois, pour produire de nouvelles connaissances et accompagner les transformations nécessaires pour faire évoluer les modes de gouvernance, tenant compte de l'ensemble de ces dynamiques qui n'étaient pas présentes dans les réglementations initiales par la force des choses, mais pour accompagner finalement les transformations et ces fameuses transitions dont on va parler. Et donc on a organisé ce programme de recherche autour de 6 grands défis. Il s'agit d'anticiper, donc mieux connaître finalement la capacité du milieu à se renouveler en fonction de la variabilité des précipitations et des modes de pression, en mesurant par des lysimètres par exemple l'humidité des sols et les stocks d'eau qu'on peut avoir à différents niveaux selon différents types de sols et selon des transects spécifiques, mais aussi en le croisant avec des modèles hydroclimatiques. Donc en faisant ce lien finalement entre des données plus globales, avec des tendances et des trajectoires, et des réalités de terrain sur comment le milieu réagit par rapport à ces pressions qu'il peut avoir. Évidemment, on l'a vu, l'empreinte eau, ça a été évoqué à plusieurs reprises. Finalement, on voit bien, et c'est en lien avec l'eau sentinelle, comment l'eau, à partir du moment où elle est en contact avec quelque chose, elle s'en imprègne. Alors, elle s'en imprègne et elle devient révélatrice, à la fois, on l'a vu, d'un certain nombre d'usages, d'activités, mais aussi de sa santé. Et donc, c'est développé, continue à développer, au regard de l'autre exemple qui a été donné sur Aubépine, de suivre l'évolution de la qualité de l'eau, qui est finalement un marqueur, une sentinelle de la qualité de l'environnement et de la qualité de la santé des populations humaines. Et donc s'appuyer sur cette ressource pour continuer ce type de prospection. Et l'eau empreinte, souvent on parle de l'empreinte de l'eau à l'échelle internationale, c'est-à-dire que c'est l'eau qui va être utilisée pour le coton qui va servir à produire mon t-shirt. Mais on est aussi sur l'empreinte des activités humaines sur les ressources en termes de quantité et de qualité et du milieu, la façon dont il va rétroagir et nous donner un certain nombre de choses. Évidemment, on a bien vu, à travers l'ensemble de ces dynamiques, de ces phénomènes d'accélération dans tous les domaines, dans le cadre du changement global, il faut s'adapter, en plus d'atténuer, et donc de déployer, comme ça a déjà été fait, différents types de réponses, qu'elles soient techniques, de gouvernance, de solutions fondées sur la nature, pour mesurer la viabilité, l'efficacité de ces différentes réponses selon les contextes et de voir dans quelle mesure on peut en associer de nouvelles ou en imaginer d'autres pour s'adapter à des réalités auxquelles on est confronté selon la singularité des territoires. Évidemment, la question de la transition socio-écologique est évidente pour accompagner la transformation en dialogue avec les différents acteurs et favoriser cette interconnaissance entre les connaissances produites d'un point de vue plus scientifique, en s'appuyant sur des mesures plus empiriques, sur des connaissances ou des croyances qui, ensemble, participent à une meilleure compréhension des processus, des phénomènes et de notre capacité à les prendre en charge pour développer des processus de gouvernance qui soient évidemment qui s'appuient sur ce qui existe déjà et puis innover dans des nouvelles façons de faire. Et ça, les acteurs à tous les niveaux sont particulièrement présents et soucieux d'avancer dans ce cadre-là. Et donc, pour déployer ces 6 grands défis, on s'appuie sur un certain nombre de dispositifs, des projets ciblés qui sont en fait
la base de connaissances nécessaire qui nous a semblé primordiale pour commencer à répondre aux défis au regard de l'état de l'art et des connaissances déjà acquises dans un certain nombre de domaines, des appels à projets, et notamment le projet ALICO qui a été présenté avec tout le travail et sur le rôle de l'ADN environnemental qui peut être utilisé de façon beaucoup plus fine pour connaître l'évolution de la qualité de l'eau. Évidemment, c'est s'appuyer sur des dispositifs d'observation qui existent déjà pour certains depuis 40 ou 50 ans, qui ont collecté un certain nombre de données qui sont disponibles, mais de les remobiliser au regard des questionnements qui viennent aujourd'hui et qui sont non plus seulement ciblés d'un point de vue disciplinaire ou scientifique ou sectoriel, mais d'essayer d'avoir une approche beaucoup plus systémique et intégrée, tenant compte de la diversité des enjeux et des impacts qui peuvent y être associés. L'éducation et la formation, bon, les jeunes qui ont été formés dans cette journée seront les décideurs de demain, et donc accompagnés par la formation, par la recherche, sensibiliser et participer à l'éducation aussi de cette nouvelle approche pour partager les connaissances et aller de l'avant et rendre disponible l'ensemble des données disponibles pour être en capacité à mieux gérer et à mieux décider. Évidemment, un comité scientifique international, et j'ai oublié le think tank, qui en fait cette connexion permanente sur le déploiement des recherches conduites par les scientifiques en lien avec les acteurs des territoires et les préoccupations de la diversité des parties prenantes qui sont impliquées ou pas, de plus ou moins près, de la question de la gestion de l'eau. Pour favoriser cet échange et non plus être complètement déconnecté, mais pour favoriser cette approche complètement intégrée et avancer ensemble sur des réponses qui soient les plus pertinentes en fonction des situations dans lesquelles on se trouve. Évidemment, on ne fait pas tout seul, on s'appuie d'un conseil scientifique international pour nous aider, et puis en favorisant des coopérations internationales, notamment à l'échelle européenne, dans le cadre d'un alignement avec différentes actions et des équipes scientifiques et des parties prenantes à l'échelle internationale. Donc les enjeux scientifiques sont des enjeux de territoire à toutes les échelles. Et donc, il s'agit de considérer les usages et les services d'eau dans une approche beaucoup plus interbassin, intersectorielle, avec une approche beaucoup plus holistique et en s'appuyant à la fois sur des réalités et des exemples en France métropolitaine et en contexte ultramarin. Voilà, on est dans cette logique d'accompagner les transitions qui sont nécessaires dans ce changement de paradigme qui est reconnu par les uns et les autres et de se mettre au service de l'eau, la réhabiliter pour ce qu'elle est et non plus la considérer comme illimitée et abondante. C'est vraiment notre leitmotiv. Et c'est finalement pour répondre aux différents enjeux qui nous concernent à travers le grand cycle de l'eau à toutes les échelles et pour l'ensemble des populations humaines. Merci beaucoup.